Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour parler de mes dernières lectures, j'ai 5 livres à vous présenter, et comme d'habitude, on parle littérature autour d'une tisane ou d'un petit thé, et aujourd'hui ce sera une tisane de feuilles de bouleau. Mais avant de vous parler des bienfaits de cette tisane, j'en profite pour faire un petit aparté et pour vous remercier de tous les gentils commentaires et messages que j'ai reçus suite à mon concours. Alors, 7 personnes ont été tirées au sort et ont gagné un livre. Et donc, si vous n'avez pas reçu mon mail, c'est que malheureusement, vous n'avez pas été sélectionné. J'en suis désolée, mais je referai un concours dans l'année, sûrement quand j'atteindrai mes 1000 abonnés. Ce sera l'occasion de fêter ça, mais je tenais quand même à vous remercier pour tous les gentils messages et commentaires que vous m'avez laissés, ça m'a vraiment touchée et fait chaud au cœur, donc un grand merci à vous, c'est vraiment adorable et gentil de votre part. Je vous laisse à présent découvrir tous les bienfaits des feuilles de bouleau. Alors c'est une plante vraiment très intéressante si vous faites un régime par exemple, car elle est drainante et favorise l'élimination de la cellulite. Elle nettoie aussi le foie et les reins et purifie l'organisme. On se retrouve dans la bibliothèque et on commence sans plus tarder par L'Assommoir de Zola, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc c'est le 7e volume des Rougon-Macquart et il a été publié en 1876 en feuilleton puis en roman. Il fait polémique à sa sortie mais rencontre finalement un franc succès et assure la fortune de son auteur. Alors l'Assommoir en quelques mots. Tout tourne autour du personnage principal qui est Gervaise Macquart. C'est une brave femme, elle est courageuse, elle rêve de choses simples, donc juste avoir un toit, un travail, une famille aimante. Mais tous ses rêves vont s'écrouler et on va assister à sa lente déchéance. Elle est en couple tout d'abord avec un certain Lantier avec qui elle a 2 enfants, mais qui va l'abandonner à Paris avec ses 2 enfants sous le bras. C'est un homme qui souffre d'alcoolisme et il va partir avec une femme, donc il va la tromper et la laisser seule avec ses 2 enfants. Elle va ensuite retrouver un peu le sourire avec Coupeau, qui est zingueur de métier, et il y a un moment où elle va un petit peu se sortir de sa condition de pauvreté en ayant une blanchisserie. Et donc elle va avoir beaucoup de clients et tout va aller bien pour elle. Mais malheureusement son bonheur va être de courte durée puisque son mari va faire une chute, il va tomber d'un toit et lui aussi donc sombrer dans l'alcoolisme. Il ne va plus rien faire, il va devenir feignant et traîner dans les bars. Et Gervaise va finir par tout perdre. En fait, malgré sa ténacité, tout la ramène toujours à son alcoolisme, enfin l'alcoolisme qui traîne un petit peu dans la branche Macquart depuis des décennies. Et elle va encore sombrer dans la pauvreté, elle n'arrive pas à s'extraire de ce milieu. Avec Coupeau, son 2e époux, elle a également une fille qui s'appelle Anna, mais que l'on surnomme Nana, et qui dès son plus jeune âge va montrer une conduite pour le moins déviante. Elle est aguicheuse, elle aime l'argent et elle a envie de fuir sa condition modeste en séduisant des hommes. Je ne vous en dis pas plus sur l'Assommoir pour vous laisser découvrir un petit peu toute l'histoire, mais c'est vraiment un volume que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intéressant, on ne s'ennuie pas un seul instant, et il est porté par le personnage de Gervaise qui est vraiment très attachant, et je l'ai trouvé aussi très fluide à lire, il est abordable, donc je vous conseille fortement de le lire. Même si l'ambiance est plutôt sombre, voire même déprimante, et que c'est un livre qui parle du milieu ouvrier où l'alcool coule à flot et règne en maître, Zola met quand même en lumière tous les vices de la race humaine, et j'ai beaucoup aimé ce volume. Donc je vous le conseille fortement. Et je compte d'ailleurs faire une vidéo entièrement consacrée à ce livre parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de la tourner, mais j'espère faire ça courant février. Après l'Assommoir, j'étais super motivée et j'avais envie de lire la suite. La suite logique, c'est-à-dire Nana, même si c'est le 9e volume des Rougon-Macquart et qu'il a été écrit 3 ans plus tard par l'auteur. Donc j'étais super motivée, j'ai commencé à le lire, j'ai bien aimé le tout début,
parce qu'on est dans une ambiance de théâtre où Nana occupe le rôle principal dans une pièce. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça s'est vite essoufflé et je vous explique après pourquoi. Juste avant, quelques mots sur le personnage de Nana que l'on va suivre tout au long de ce livre. Donc au début du roman, c'est une actrice et elle séduit tout le monde par son charme et sa beauté. Et beaucoup d'hommes la courtisent, des hommes plus ou moins riches, qui vont lui offrir des choses. Nana va bien choisir ses relations et elle parvient notamment à se faire offrir une belle maison par Steiner, un riche banquier. Elle enchaîne les aventures et finit par se lasser. Elle décide finalement de se mettre en ménage avec un acteur, un certain Fontan, mais le couple part à la dérive et Nana se fait frapper et Fontan lui coupe même les vives, donc elle n'a plus de quoi se nourrir. Elle décide alors de se prostituer et part se réfugier chez sa tante, pour fuir son époux violent. Elle va entretenir une relation avec le comte de Muffat, qui lui offre une vie luxueuse. Donc dans ce volume, on n'est plus du tout dans le milieu ouvrier où la pauvreté règne. Nana a réussi à s'extraire de ce monde, mais pour ça, elle vend son corps. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé beaucoup moins attachant que sa mère. Elle a beaucoup moins de qualité de cœur et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins aimé Nana que l'Assommoir. De plus, j'ai trouvé que le livre peinait à démarrer. En fait, j'ai bien aimé le début quand ça tournait autour du théâtre, mais j'ai trouvé que les 200 premières pages étaient vraiment ennuyantes. Et j'ai pas retrouvé vraiment la plume de Zola à ce moment-là. Donc j'ai eu du mal en fait à rentrer dans le livre et il a fallu vraiment attendre de nombreux chapitres pour me permettre de vraiment me plonger dans l'histoire de Nana et donc j'ai pas apprécié ce volume autant que l'Assommoir. Il y avait aussi beaucoup de descriptions, mais des descriptions un peu ennuyantes. On est bien loin des belles descriptions de la curée par exemple où Zola décrit la serre. Là, ce sont des descriptions qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, finalement, qui sont un peu redondantes. Et donc, je me suis globalement ennuyée dans ce volume. Donc, à choisir entre l'Assommoir et Nana, pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'Assommoir à 10 000 %. Écho illusoire du luth de Soseki. Alors là, on change complètement d'ambiance. C'est un recueil de 2 nouvelles. Écrite par Soseki, un auteur japonais né en 1867. La première nouvelle parle d'un jeune homme qui vient d'emménager dans une maison et qui va bientôt se marier. Il a une sorte de femme de ménage, une femme qui s'occupe de ses tâches quotidiennes, qui vit avec lui dans cette maison, mais qui, depuis le début, est persuadée qu'un malheur va s'abattre sur lui s'il ne déménage pas. Donc elle est très superstitieuse, elle lui fait un peu peur. Et donc au fur et à mesure, il va songer à toutes ses prédictions, il va commencer à devenir un peu parano, et dès qu'un malheur lui tombe dessus, il va repenser à ce que lui dit cette vieille femme. Donc c'est une nouvelle assez courte, j'ai bien aimé mais sans plus. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de références japonaises que je ne maîtrise pas, donc je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Donc voilà, c'était une lecture agréable, mais rien de plus. La deuxième nouvelle, Le goût en héritage. Donc le cadre, c'est la guerre russo-japonaise qui a eu lieu de 1904 à 1905. Le personnage principal est un professeur de biologie qui a perdu son meilleur ami à la guerre et qui va rendre visite à la mère de celui-ci. Elle est dans un état de profonde tristesse, de profonde mélancolie, et elle n'arrive pas à se remettre du décès de son fils. Et elle regrette une chose par-dessus tout, c'est de ne pas avoir de belle-fille. Elle détient le journal intime de son fils, qui recèle un détail important, et le personnage principal va y avoir accès. Alors j'ai préféré cette deuxième nouvelle à la première. Elle est un peu plus longue, donc l'auteur a un peu plus développé l'histoire, et donc je l'ai trouvée un peu plus aboutie. J'ai bien aimé l'univers de Soseki, je pense que c'est un auteur que je vais essayer de découvrir davantage. Et il a un univers assez intéressant. Donc voilà, pour une première approche, c'était plutôt pas mal, mais bon, c'est pas non plus une lecture coup de cœur comme l'Assommoir par exemple que je vous ai présenté tout à l'heure.
Ensuite, j'ai lu Toxique de Françoise Sagan. C'est une autrice que j'avais découverte il y a très longtemps avec Bonjour Tristesse. Et là, je la retrouve dans un journal intime qu'elle a écrit suite à un accident de voiture qu'elle a fait en 1957. En fait, elle est restée de nombreux mois à l'hôpital et on lui a donné de la morphine, du Palfium, et elle est devenue dépendante à cette drogue. Elle a été obligée de faire une cure de désintoxication pour s'échapper un peu de ce produit. Et pendant cette cure, elle écrit ce journal. Et donc, on va suivre un petit peu toutes ces pensées. C'est un genre d'introspection. Elle évoque sa peur de la mort, de la solitude, et elle nous fait part aussi des quelques lectures qu'elle a faites lors de son hospitalisation. C'est un livre vraiment très court, je l'ai lu en 30 minutes. Les illustrations sont assez morbides, elles sont réalisées par son ami Bernard Buffet. Je pense que c'est un livre qui peut intéresser éventuellement les fans de Françoise Sagan. Moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant, pour être honnête. C'était un petit peu... même si ça se veut un journal intime, j'ai pas trouvé que c'était vraiment... Enfin, ça m'a pas touché plus que ça. Voilà, donc c'est pas forcément un ouvrage que je vous recommande. Et on termine par une note très positive, un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce livre avant le jour de Madeleine Roth, que j'ai lu en une soirée, donc que j'ai dévoré comme ça en 1 heure à peu près. C'est l'histoire en fait d'une femme qui a 40 ans et qui devait se rendre à Turin avec son amant pour passer un week-end. Mais celui-ci va annuler à la dernière minute car sa compagne officielle vient de perdre son père et il préfère rester avec elle pour passer ce moment difficile. La narratrice finit par décider de partir dans ce pays inconnu et ça va être l'occasion pour elle de faire une introspection sur sa vie sentimentale surtout. Elle va réfléchir à sa relation avec son amant. Elle a aussi un fils, donc elle va beaucoup réfléchir à son enfant, au père de son enfant, est-ce qu'elle aurait dû rester avec lui, enfin voilà, elle va beaucoup se questionner sur ses relations amoureuses. Et elle espère revenir grandie de ce voyage avec des réponses. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout le style de l'autrice, qui est un style minimaliste, épuré, mais même si l'histoire tient en très peu de mots finalement, elle en dit beaucoup. Il y a beaucoup de sous-entendus, de choses non dites mais qu'on devine. Donc c'est très bien écrit. J'ai trouvé que c'était aussi très sincère, percutant. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande. Vous passerez un très bon moment. Et je garde le nom de l'autrice en tête, car si elle sort d'autres récits ou romans, je les lirai avec plaisir. Donc voilà, c'était le dernier livre, un coup de cœur. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à très vite, merci.